Bonjour à toutes et à tous, Nicolas de la chaîne philosophique. Voilà, comme prévu, je voulais faire une vidéo donc, sur un abécédaire de philosophie, donc en commençant par la lettre A jusqu'à Z, donc en donnant des définitions donc de mots, de notions, et ça peut être aussi des auteurs. Donc je vais commencer par la lettre A comme aporie. Donc une aporie, donc ça vient du grec aporia, qui est une absence de passage, des difficultés, un embarras. Donc si on remonte à Platon dans ses dialogues, il y a beaucoup d'apories, donc c'est une difficulté à résoudre un problème et une contradiction insoluble dans un raisonnement. Donc on peut le voir dans le Phèdre, on peut le voir dans le Banquet, dans d'autres œuvres. Aristote aussi parle d'aporie, mais sous une autre forme. Voilà. Ensuite, B comme Bentham, donc Jérémie Bentham, donc, qui est un philosophe du XVIIIe et XIXe siècle, jurisconsulte et réformateur britannique. Donc c'est vraiment un théoricien majeur de la philosophie du droit, radicaliste dont les idées ont grandement influencé le développement du conséquentialisme. Il est surtout reconnu comme étant le père fondateur avec John Stuart Mill de l'utilitarisme et on le considérait comme un utilitariste hédoniste. Ensuite, C comme concaténation. Alors en latin, cum ça veut dire avec, catena c'est la chaîne, les liaisons. Donc c'est l'enchaînement, la succession des causes antécédentes qui unissent les événements les uns aux autres. Donc vous avez des causes et ça va induire un effet, des événements et ainsi de suite ad infinitum. Ensuite, D comme discursif. Donc du latin discursus, donc qui veut dire le discours. On a aussi chez les Grecs le logos, le discours. Alors c'est un procédé qui utilise le raisonnement, donc qui s'oppose à l'intuitif. Donc c'est ratio, donc c'est la logique. On utilise le raisonnement quand on parle de discursif ou de discursive au féminin. Ensuite, E comme eudémonisme. Alors, on pourrait dire que c'est la culture du bonheur. Du grec eudémonia, donc béatitude. Donc il y a plusieurs définitions en fonction des auteurs, des philosophes. Donc c'est une doctrine philosophique qui vise à tout prix le bonheur, ou comme principe que le bonheur est le but de la vie humaine. Et le bonheur, si on prend la première définition, n'est pas perçu comme opposé à la raison. Il en est la finalité naturelle. Par exemple, si on prend le démonisme chez Spinoza, en l'occurrence dans l'éthique, le démonisme, donc ça a une autre connotation. Voilà. Donc c'est la béatitude, surtout dans l'éthique chez Spinoza. Ensuite, F comme fort intérieur. Alors le fort, donc c'est du latin, issu du latin forum, donc place, lieu public, un marché où on discourait. Et c'est aussi le forum de la conscience, ou fort de la conscience, je dirais la parole intérieure. Ainsi l'idée d'un espace extérieur et public, surtout celle d'un tribunal, est-elle devenue au fil des temps la métaphore d'un espace intérieur.
Donc on parle de fort intérieur, je parlerai même de monologue en conciliabule intérieur. Ensuite, G comme gymnosophiste. Alors, ça veut dire un sage nu. Donc, ce sont des philosophes du IVe siècle, comme Anaxagore ou d'autres, qui sont partis en Inde et qui ont vu ces philosophes nus et en position tailleur. Et donc, c'est notamment des philosophes indiens qu'on appelait des sannyasines. Donc, c'est les Grecs qui les appelaient comme ça parce qu'ils les voyaient nus. Donc, des gymnosophistes. Donc c'est les Grecs qui les appelaient comme ça parce qu'ils les voyaient nus, donc des gymnosophistes. Et ils ont inspiré beaucoup la philosophie antique et notamment la philosophie grecque. H comme herméneutique, donc ça vient de Hermès, le dieu grec Hermès. Alors, ça veut dire donc, c'est l'art d'interpréter, de parler, de s'exprimer. Donc, Hermès, c'est le messager des dieux et qui interprète les ordres. Donc, c'est la théorie qui vise de la lecture, de l'explication et de l'interprétation des textes. Donc, on peut le voir aussi dans le système religieux, quand on fait de l'herméneutique. Alors, on va faire de l'exégèse, donc on va retirer les textes, prendre les textes, et l'herméneutique, ça va permettre de faire une interprétation de ces textes. Donc, c'est aussi une discipline qui peut paraître très subjective, parce que ça peut être en fonction de la personne qui l'interprète, ça peut varier d'une personne à l'autre. D'où l'intérêt d'historiciser, de faire l'histoire de l'histoire. Voilà. Par exemple, si on lit Hérodote, qui était un historien, il faudrait voir... remonter au IVe siècle ou au 5e siècle avant notre ère, il faudrait voir si ces sources étaient bonnes et ainsi de suite. Voilà. Alors, I comme ipséité. Donc du latin ipse, qui veut dire soi-même. Ce qui fait que l'être est lui-même et non pas autre chose. Donc c'est sa nature intrinsèque, personnelle, propre, et je dirais même idiosyncrasique pour utiliser un terme nietzschéen. Voilà, l'ipséité. Ou ipséisme. J comme joie. Donc dans la philosophie antique, la joie est rapprochée du terme de mania, donc de délire, de folie. Donc c'est assez paradoxal, puisque nous, à l'heure actuelle, quand on parle de délire, on est plus dans de la psychiatrie dure. Présent notamment dans le Phèdre de Platon, la mania désigne la présence du divin dans ce qu'elle a de transformateur et de dynamisant sur le sujet. Donc c'est aussi une notion rapprochée de l'enthousiasme. L'enthousiasme, donc E-N, N à l'intérieur, enthousiasme qui dérive du Dieu, ça veut dire un Dieu intérieur. Donc dans le Phèdre, tout ça, on peut aussi le rapprocher du bien et du beau. Donc c'est un sentiment qu'on peut vivre à deux ou seul. Donc il y a différentes définitions, différentes approches, et la joie est aussi personnelle. Et on peut le rapprocher du bonheur finalement, car si on connaît des moments de joie et beaucoup de moments de joie et qu'on arrive à retrouver ces moments de joie, on flirte avec un bonheur où on arrive à l'acmé du bonheur, je dirais, au pic. Ensuite, K comme Kant, donc, qui est un philosophe allemand
fondateur donc, du criticisme et de l'idéalisme transcendantal, donc ensuite repris par Husserl dans la phénoménologie transcendantale. Donc Kant a exercé une influence considérable sur l'idéalisme allemand, la philosophie analytique, la phénoménologie comme j'en ai parlé, la philosophie actuelle et surtout la pensée critique. Donc son œuvre, là je dis juste avec quelques mots parce que pour en parler des heures et des heures, son œuvre est considérable et donc il a écrit 3 critiques, donc la critique de la raison pure, la plus connue, de la raison pratique et la critique de la faculté de juger. Donc la critique de la raison pure, il fait plus de 600 pages quand même et c'est pas très évident à lire quand il faut s'accrocher. Ensuite, L comme linguistique. Donc c'est une discipline, la linguistique scientifique, qui s'intéresse à l'étude du langage. Donc elle se distingue de la grammaire dans la mesure où elle n'est pas prescriptive, mais descriptive. Donc un célèbre auteur français qui était linguiste, c'est Ferdinand de Saussure. Donc dans la linguistique, il y a la phonétique, il y a la sémantique, ça regroupe beaucoup de disciplines. C'est très complexe et c'est très intéressant. M comme Mill. John Stuart Mill, qui est un philosophe, économiste du XIXe siècle, logicien, britannique, penseur libéral, parmi les plus influents du XIXe siècle, donc c'était vraiment un génie dans son domaine. Il est un partisan donc, de l'utilitarisme, avec, je l'ai dit, avec Jeremy Bentham. Et il est aussi précurseur du féminisme, donc il y aurait beaucoup à dire aussi sur... donc c'est un libéral, hein, aussi. Voilà. Ensuite, la noétique. Donc, ces termes dérivés de noès, du grec, est une branche de la philosophie métaphysique, donc métaphysique qui dépasse la physique, qui finalement dépasse la physique, c'est la vie, c'est la nature, c'est l'étude de la nature, et qui dépasse méta au-delà de la physique. Donc, parce qu'à l'époque, à l'Antiquité, on ne savait pas où classer certaines disciplines, et on les classait, pour faire bref, dans la métaphysique. Et donc ça concerne l'intellect et la pensée, donc le nous en grec. Parmi ces centres d'intérêt, on peut mentionner l'étude de la nature et du fonctionnement de l'intellect humain, et des liens entre cet intellect et l'intellect divin. Donc on est vraiment dans du spiritualisme et dans une forme de transcendance. On est moins dans de l'immanence. Ensuite, O comme ontologie. Donc l'ontologie, dans son sens donc, le plus général, s'interroge sur la signification du mot être. Donc c'est l'être en lui-même. Qu'est-ce que l'être? Donc c'est une question considérée comme la pierre angulaire de la connaissance, de la philosophie. Et les premiers penseurs grecs, donc de la Grèce antique, comme Parménide, Platon, ont commencé à parler justement de l'ontologie. Donc c'est l'être, ce que représente chaque individu en tant qu'être, en tant que quantité, à ne pas confondre avec l'essence, qui est autre chose. Et l'osiologie, on appelle ça. Ensuite, P comme pensée. Donc, dans la philosophie antique, c'est en l'occurrence la philosophie grecque, la pensée pouvait se traduire par dianoia. Donc, on peut parler de pensée discursive, réflexive, pensée développée dans le temps, pensée intuitive, mais aussi par donc noésis, on l'a vu un peu plus haut, donc c'est l'intellection, ou le nous, la pensée. Et donc la palette des nuances est très large, hein, la pensée c'est vraiment ce qui en fait l'importance de ce mot, de sa notion, de sa fonction universelle. J'ai d'ailleurs écrit
un essai philosophique sur la pensée comme être à penser qui fait pratiquement 150 pages et du travail. Voilà, mais je me suis régalé. Ensuite, Q comme les qualia. Qualia, Q-U-A-L-I-A. Donc c'est du latin qualis qui signifie quelle, de quelle sorte, de quelle espèce, de quelle nature. Les qualia ou consciences phénoménales sont le contenu subjectif de l'expérience d'un état mental. Sont les propriétés aussi de la perception et généralement de l'expérience sensible, donc de sensation. C'est ce qu'on expérimente lorsqu'on perçoit ou reçoit quelque chose. Qu'est-ce qui fait que de voir un objet rond, rouge, granuleux? Donc c'est aussi la représentation objective de l'être, donc en tant qu'être ontologique, et donc de la représentation qui peut paraître subjective pour un autre observateur. Donc là-dedans, il y a les expériences perceptives, les sensations corporelles, la douleur, la faim, la fatigue, la chaleur, les affects, les sentiments, les émotions, les passions, les percepts, mentaux, conscience, intention, jugement, distinction, concentration, etc., etc. Ensuite, R comme ressentiment. Donc, c'est un terme en philosophie qui a été repris par Friedrich Nietzsche. Alors, en psychologie, donc c'est une forme de rancune, d'hostilité, et donc à l'égard d'un groupe, d'une entité, d'une personne qui a fait souffrir dans le passé et qui vit cette frustration, qui la garde en elle et qui a ce sentiment de haine, de colère, qu'elle soit rentrée ou affirmée. Donc c'est aussi un sentiment de faiblesse, c'est un terme péjoratif, c'est un sentiment d'infériorité, voire de jalousie, face à la cause générant cette frustration. Donc là on est dans un domaine psychologique, mais dans le domaine philosophique. Donc ça conduit à attaquer, à rejeter, à refuser la source perçue de cette frustration. Donc c'est un concept, comme je l'ai dit, de Nietzsche. On peut le lire à plusieurs reprises, il parle de ressentiment avec le nihilisme. Et le premier, a priori, qui en parle, c'est le Danois Kierkegaard. Voilà. Donc, qui était un philosophe plus de l'absurde, comme Albert Camus, qui est aussi existentialiste. Ensuite, S comme sophisme. Alors, c'est un procédé rhétorique, une argumentation à la logique fallacieuse, donc fausse. C'est un raisonnement qui porte en lui l'apparence de la rigueur, voire de l'évidence, mais qui n'est en réalité pas valide au sens de la logique. Donc, on le voyait beaucoup chez les rhéteurs, chez les Grecs, chez les Romains, Cicéron, Platon, Aristote, j'en passe. Quand bien même sa conclusion serait pourtant vraie. En l'occurrence, ça s'oppose, le sophisme, au paralogisme. Donc il y a une erreur de raisonnement d'un émetteur de bonne foi, donc qui ne cherche pas à tromper son récepteur. Le sophisme, lui, est faux, il est fallacieux. T comme thaumaturge. Alors c'est du grec Thomas, prodige, et ergen, c'est faire. Donc c'est quelqu'un qui fait des miracles. Donc on le retrouve dans la religion, avec les saints par exemple, ou à l'heure actuelle aussi dans des séries télévision, des super-héros, on pourrait parler de thaumaturge. La thaumaturgie est dans le domaine religieux le fait de faire un miracle, notamment un miracle de guérison. On pourrait parler de Lourdes par exemple. U comme utopie. Donc c'est un mot forgé par l'écrivain anglais Thomas More, qui a écrit l'Utopie, 16e siècle me semble-t-il. Donc en grec ça veut dire en aucun lieu, qui se situe nulle part. Donc c'est une représentation, donc je dirais même une allégorie, un récit d'une société idéale sans défaut, contrairement à la réalité. Donc on est un petit peu dans le rêve, dans l'utopie, dans la fiction.
Donc on peut le voir dans beaucoup de films de science-fiction. Donc une utopie peut désigner également une réalité difficilement admissible. En ce sens, qualifier quelque chose d'utopie consiste à disqualifier et à la déconsidérer comme irrationnelle. V comme volonté. On pourrait rajouter volition et encore plus conatus ou conatif. Donc c'est l'effort en latin. Donc qui mène à l'action, synonyme de volition. On peut le voir chez Spinoza dans l'Éthique, il parle de conatus. Donc à ne pas confondre avec la cognition qui est l'apprentissage, le savoir, la rationalisation, l'intellection. La conation, donc c'est l'effort, la volonté de mener à l'action. Donc c'est aussi persévérer. C'est le désir de faire quelque chose, de passer à l'acte. Donc l'apprentissage passe par la volonté, par la cognition. Donc il y a le conatus et le conatif. Et la cognition, pardon, et l'affectif. Donc on retrouve ce triptyque. Conatif, cognitif et affectif. Donc c'est, on va dire, le schème de l'être humain. Voilà, donc ensuite, bientôt terminé, W. Wittgenstein, donc Ludwig, donc, qui est né en 1889, c'est un philosophe, il est décédé en 1951, donc il est un mathématicien, logicien britannique. Il apporta des contributions avec Bertrand Russell, par exemple, décisives en logique. Donc, il a une philosophie très particulière, très difficile à lire, notamment dans son œuvre la plus célèbre, qui ne fait pas beaucoup de pages, mais qui s'appelle le Tractatus Logico-Philosophicus. Voilà, essayez de le lire, vous allez voir, c'est assez compliqué, il y a des équations, il y a de la mathématique. Voilà, je ne vous en dis pas plus, c'est la surprise. Bientôt, alors... X comme Xénophon, c'est un historien, philosophe, militaire de la Grèce antique, né près d'Athènes, donc au 5e, 4e siècle. Alors il était citoyen d'Athènes, mais il se considérait comme l'ami de Sparte, qui ont été souvent ennemis, les Grecs et les Spartes. Donc c'est un aristocrate, partisan de l'oligarchie, donc est proche du roi Agésilas II, pardon. Il combat notamment en Perse au service de Sparte. Alors avec un peu plus d'orientalisme, je vais parler en Y du yin et du yang. Donc c'est une réduction des mots. Alors, ce sont deux catégories complémentaires, donc le yin et le yang, donc dans le taoïsme chinois. Donc ça se complète. Mais aussi, quelque chose de yin peut devenir yang. Alors je ne vais pas rentrer plus, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais c'est très intéressant de s'intéresser à la philosophie chinoise. Et d'ailleurs, dans la cosmologie chinoise, le yin et le yang sont deux entités qui suivent le souffle originel, donc le qi. Donc l'énergie, à l'œuvre dans toute chose. Donc par exemple, le yin est associé à la lune, qui représente la part féminine de la nature, et le yang associé au soleil, qui représente la part masculine de la nature. On pourrait dire, si on lit le Tao, tout ce qui est l'intérieur du corps, c'est le yin, c'est le côté un peu plus fragile. Le yang, c'est l'autre côté. Donc quand on se protège, on a tendance à faire ça. Voilà, donc c'est un petit exemple. Et pour finir, Z, zététique. Donc c'est un terme assez récent, défini comme l'art du doute. Le doute, c'est Descartes qui en parlait pas mal. Et c'est Henri Broch, donc un neurobiologiste, qui a créé ce terme. Et donc la zététique est présentée comme l'étude rationnelle des phénomènes présentés comme paranormaux, donc des pseudosciences et des thérapies étranges, comme l'art de faire la différence entre ce qui révèle de la science et ce qui révèle de la croyance. Et on rentre dans une notion de scepticisme.
Voilà, donc j'ai fait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Certaines lettres n'étaient pas évidentes à trouver, donc je réitérerai ça incessamment sous peu, bien sûr avec d'autres mots, et c'est toujours intéressant, ça permet d'aborder, d'arborer au plus large, et de découvrir des notions, des mots, des auteurs que l'on ne connaît pas, et que moi-même je découvre des fois au fur et à mesure, en prenant un petit peu au hasard. Voilà, je vous remercie, c'était la chaîne philosophique, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être Georges Berkeley, empiriste, ça sera une surprise, ou quelqu'un d'autre. Merci, au revoir.